Dans cette vidéo spéciale, nous allons présenter 8 types de personnes qu'il est préférable d'éviter d'aider à tout prix. 2 d'entre elles pourraient vous surprendre. Avant d'aborder le sujet principal, je souhaite partager une histoire qui vous aidera à comprendre la leçon de cette vidéo. Il y a longtemps, dans un petit village japonais, vivait un fermier nommé Hiroshi. Il était connu pour sa bonté et sa volonté d'aider les autres. Un jour, Hiroshi trouva un serpent pris au piège dans sa ferme. Bien qu'il sache que le serpent pouvait être dangereux, il décida de le libérer, guidé par l'enseignement bouddhiste de compassion envers tous les êtres. Hiroshi soigna le serpent, le nourrit et lui offrit un endroit sûr pour se rétablir. Cependant, dès que le serpent se rétablit, il mordit Hiroshi et s'enfuit. Blessé et surpris, Hiroshi se rappela les paroles de Bouddha, la nature de tous les êtres est ce qu'elle est et ne peut être changée, seulement comprise. Il comprit que la nature du serpent est de mordre, peu importe combien il l'avait aidé. Cette histoire, comme de nombreuses autres histoires bouddhistes, nous enseigne que certaines personnes, comme le serpent, ne changent pas leur nature, peu importe ce qui se passe. Cela nous rappelle les paroles de Bouddha, tout comme un lys est pur dans l'eau, le bien et le mal coexistent dans le cœur humain. Parfois, dans notre désir d'aider, nous ignorons des signes importants et finissons par être blessés. Il est important de comprendre que tout le monde n'appréciera pas nos efforts. Considérez votre énergie comme une batterie. Certaines personnes la drainent plus rapidement qu'un téléphone avec 1000 applications ouvertes. Cela vous semble familier? Nous avons tous déjà rencontré ces 2 types de personnes sur notre chemin. Parlons de ces vampires énergétiques et de la manière de les gérer. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes et cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos. Commençons par le premier type de personnes, les personnes jalouses. Imaginez que vous venez de gagner à la loterie. À qui en parleriez-vous en premier? Avant de faire une liste mentale, sachez que, selon une étude d'une université américaine, les gagnants de loterie connaissent souvent une détérioration de leurs relations personnelles après avoir gagné. La raison principale? La jalousie. Mais vous n'avez pas besoin de gagner des millions pour ressentir les effets dévastateurs de la jalousie. Des promotions au travail, de nouvelles relations toute réussite peut susciter la jalousie. Le psychologue Sarper, dans son livre sur la jalousie, suggère que la jalousie survient lorsque nous percevons une différence entre ce que nous avons et ce que nous pensons mériter. C'est comme si nous avions un indicateur interne de justice qui s'emballe lorsque quelqu'un obtient quelque chose que nous pensons devoir être le nôtre. Mais la jalousie n'est pas nécessairement mauvaise. Elle peut être un puissant moteur. Thomas Edison a dit que pour inventer quelque chose de nouveau, il fallait une bonne imagination et une pile de ferraille. Remplacez la ferraille par l'envie et vous avez une recette pour le succès ou le désastre, selon la manière dont vous la gérez. La clé réside dans notre manière de réagir à notre propre jalousie et à celle des autres. Voici un conseil, gardez vos succès et vos projets secrets. Dans un monde où il semble que si vous ne partagez pas quelque chose sur les réseaux sociaux, cela n'a pas eu lieu, je vous suggère de faire l'inverse. Comme l'a dit Bouddha, le silence est la réponse la plus puissante à de nombreuses questions. Lorsque vous partagez prématurément vos projets, votre cerveau libère de la dopamine, la même substance chimique que lorsqu'on atteint réellement un objectif. Cela peut réduire votre motivation à continuer d'agir. Une étude a montré que les personnes qui gardent leurs objectifs secrets ont 67% plus de chances de les atteindre que celles qui les partagent largement. C'est comme si l'univers avait un sens de l'humour tordu. Plus vous parlez de vos rêves, moins ils ont de chances de se réaliser. De plus, en partageant vos projets, vous devez gérer la psychologie des autres, et c'est là que les amis jaloux entrent en jeu. L'écrivain américain Gore Vidal a dit « Chaque fois qu'un de mes amis réussit, je meurs un peu ». Multipliez cela par chaque personne à qui vous racontez vos projets et vous aurez une idée de la quantité d'énergie négative avec laquelle vous devrez composer. Dans le bouddhisme zen, il est enseigné que chaque pas sur notre chemin est une opportunité d'apprendre. Comme l'a dit Bouddha, il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin. Alors, comment reconnaître nos amis jaloux? Voici quelques signes. Le flatteur réticent, leurs félicitations sont plus forcées qu'un sourire lors de la rencontre avec la belle-mère. Le minimiseur professionnel, peu importe l'ampleur de votre réussite, pour eux, c'est toujours une question de chance ou quelque chose d'insignifiant.
Le rival compulsif, votre succès est, à leurs yeux, juste une excuse pour dire comment ils ont fait mieux, plus vite ou moins cher. Le saboteur caché, ils vous soutiennent publiquement, mais font tout pour ruiner vos plans. Le collecteur d'informations, ils veulent toujours en savoir plus, non par intérêt réel, mais pour trouver des failles ou vous copier. Reconnaître ces schémas est le premier pas pour se protéger. Le deuxième est de développer ce que j'appelle une mentalité de bambou. Ce qui fait la force et la durabilité du bambou, c'est sa capacité à transformer les difficultés et les adversités en force et flexibilité. Dans le zen, nous apprenons que chaque obstacle est une opportunité pour pratiquer. La prochaine fois que vous sentirez un regard de jalousie sur vous, souriez. Non pas parce que vous êtes heureux de l'inconfort de quelqu'un, mais parce que vous avez découvert un signe que vous êtes sur la bonne voie. Souriez avec compassion, en comprenant que la jalousie des autres est une expression de leur propre souffrance. En résumé, être sélectif quant à ceux avec qui vous partagez vos succès et vos projets n'est pas de l'égoïsme ou de l'arrogance, mais une façon de protéger votre énergie, de maintenir votre motivation et de vous protéger de la jalousie toxique. La prochaine fois que vous aurez une grande nouvelle ou un plan excitant, respirez profondément, souriez à vous-même et traitez-le comme un trésor précieux, en ne le partageant qu'avec ceux qui se réjouiront vraiment de votre succès. Vos réalisations sont ce que les autres voient, elles n'ont pas besoin d'être annoncées à tout le monde. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Après tout, les actions parlent plus fort que les mots et attirent moins d'envie. Réfléchissez si vous ne côtoyez pas ce type de personnes. La prochaine fois que vous entendrez des commentaires similaires, soyez vigilants. Les critiques à faible estime de soi. Ces personnes font des remarques qui semblent inoffensives, mais qui sapent votre confiance en vous. Par exemple, tu vas vraiment porter ça? Si tu te sens à l'aise avec. Le but de ces commentaires est de détourner l'attention de leur propre faiblesse. Avec ces personnes, coupez court dès le départ et établissez des limites claires. Réagissez immédiatement, car chaque commentaire supplémentaire vous affectera davantage. Rappelez-vous de votre valeur intérieure et ne laissez pas les autres remettre injustement en question votre confiance. Du point de vue du zen, il est important de développer une force intérieure et une paix. Comme l'a dit le maître zen, sans paix intérieure, il est impossible de trouver la paix extérieure. Si nous ne sommes pas calmes à l'intérieur, les manipulateurs peuvent facilement nous déstabiliser. C'est pourquoi la pratique de la méditation et de la pleine conscience est essentielle pour faire face à la manipulation. Grâce à la méditation, nous pouvons apprendre à observer nos pensées et émotions sans nous y attacher, ce qui nous permet de répondre de manière plus consciente. Les ingrats. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, peu importe ce que vous faites, en veut toujours plus et n'est jamais satisfait? Imaginez être dans un restaurant en train de savourer un délicieux dîner avec des amis, quand soudain quelqu'un commence à se plaindre du service, de la nourriture et même de la couleur des serviettes. C'est un ingrat professionnel en action. Dans la sagesse bouddhiste, il y a un dicton, tout est dans l'esprit. Les personnes éternellement insatisfaites ont souvent une faible estime d'elles-mêmes. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes ayant une faible estime de soi sont moins reconnaissantes. C'est comme si elles avaient un filtre qui ne laissait passer que les choses négatives, bloquant tout ce que la vie offre de bon. Je ne dis pas que vous devez couper tous les liens avec ceux qui oublient de dire merci, mais il est important de reconnaître quand quelqu'un abuse de votre gentillesse. Comme l'a dit Richard Branson, traitez vos employés comme vous voulez qu'ils traitent vos meilleurs clients. Nous pouvons appliquer ce conseil à toutes nos relations. La gratitude est comme une plante qui doit être arrosée et nourrie pour grandir. Si vous consacrez constamment du temps, de l'énergie et des ressources à une plante qui ne fleurit pas, il est peut-être temps de réévaluer si vous cultivez le mauvais jardin. Dans la pratique zen, la gratitude est essentielle. Lorsque nous apprécions le moment et les personnes dans nos vies, nous transformons chaque instant en un précieux cadeau. Mais attention à ne pas confondre ingratitude et honnêteté constructive. Votre ami qui vous avertit d'un bout d'épinard coincé entre vos dents avant un rendez-vous important n'est pas ingrat, c'est un héros sans cap. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude sont plus heureuses et ont des relations plus solides. Alors, comment gérer les ingrats? Établissez des limites saines. Comme l'a dit Brené Brown, la générosité n'est pas infinie et n'est pas vraie si elle vient d'un endroit de ressentiment. Le manque de gratitude en dit plus sur eux que sur vous. Comme l'a dit Carl Rogers, le paradoxe est que, lorsque vous m'acceptez tel que je suis,
alors je peux changer. La prochaine fois que vous rencontrerez un ingrat, souvenez-vous de votre valeur et demandez-vous si cette personne mérite votre énergie. Si la réponse est non, il est temps de prendre ses distances. Les paresseux. Les personnes paresseuses trouvent toujours une excuse pour ne rien faire, comme si le canapé était leur habitat naturel et la télécommande une extension de leurs mains. Imaginez être en réunion de travail et entendre quelqu'un dire qu'il n'a pas pu finir le rapport parce que son chat a mangé sa motivation. Les paresseux sont maîtres en procrastination. La science suggère que la paresse peut être une stratégie évolutive pour économiser de l'énergie, mais dans le monde d'aujourd'hui, cette stratégie peut être improductive. Dans le bouddhisme zen, l'attention et l'engagement total dans le moment présent sont fondamentaux. Comme l'a dit le maître zen Shunryu Suzuki, l'esprit du débutant a de nombreuses possibilités, mais l'esprit de l'expert en a peu. La pratique zen nous encourage à nous engager pleinement dans chaque activité, quelle que soit sa taille. Un moine zen balayait les chemins du monastère avec grande attention et dévouement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il accordait tant d'importance à une tâche si banale, il a répondu « Lorsque je balaie les chemins, je balaie aussi l'esprit, le rendant clair et propre. » Au lieu de soutenir la paresse des autres, nous pouvons encourager l'engagement total dans leurs activités, leur enseignant que chaque moment et chaque tâche est une opportunité précieuse de pratique et de croissance. Reconnaître et éviter de soutenir ceux qui fuient l'effort est un acte de compassion envers soi-même et envers les autres. Les irresponsables. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble vivre dans un monde sans conséquences ? Bienvenue dans l'univers des irresponsables, des spécialistes pour éviter les engagements et blâmer tout le monde, sauf eux-mêmes. Imaginez être dans un bateau et soudainement découvrir un trou dans la coque. Pendant que vous et le reste de l'équipage essayez de réparer le trou, quelqu'un prend le soleil sur le pont en disant « Ce n'est pas mon problème ». Lorsque nous essayons d'aider quelqu'un avec ce comportement, nous tombons souvent dans un cycle de frustration et d'anxiété. Les irresponsables évitent les responsabilités et blâment les autres pour leurs échecs. Pour gérer ces personnes, il est important d'adopter une approche prudente. Au lieu de résoudre leurs problèmes à leur place, nous pouvons les encourager à réfléchir sur leurs actions et leurs conséquences, en dirigeant leur attention vers le développement de compétences en auto-évaluation et en autogestion. Les neurosciences montrent que le cerveau est extrêmement plastique et capable de changer et de s'adapter, même à l'âge adulte. Il y a de l'espoir, même pour les irresponsables chroniques. Comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. L'éducation inclut la capacité d'assumer des responsabilités et d'apprendre de ses erreurs. Dans le bouddhisme, aider les autres est le chemin vers l'illumination, mais seulement s'il s'agit d'une aide sage. La prochaine fois que vous rencontrez une personne chroniquement irresponsable, respirez profondément et rappelez-vous que vous avez l'intelligence de vous demander s'il est judicieux de continuer à l'aider. Les critiques chroniques. Ces personnes ont un talent particulier pour trouver des défauts dans n'importe quelle situation ou personne. Leurs commentaires sont généralement négatifs et destructeurs. Traiter avec des critiques chroniques peut être comme naviguer dans un champ de mines émotionnelles. Peu importe la bonne intention de vos actions, ils trouveront toujours un moyen de les démolir avec leurs critiques sévères. Les recherches suggèrent que les critiques chroniques utilisent souvent la critique comme un moyen d'établir un pouvoir ou un contrôle sur les autres, ou pour projeter leurs propres insécurités. Pour contrer cela, maintenez une perspective équilibrée. Comme l'a dit un maître zen, la véritable force réside dans un esprit calme. Ne prenez pas les critiques personnellement, souvent, leurs paroles en disent plus sur eux que sur vous. Essayez de diriger la conversation vers des aspects positifs ou des solutions constructives. Les narcissiques. Ces personnes semblent avoir un miroir à la place de l'âme. Tout tourne autour d'elles. Imaginez essayer de remplir une énorme piscine olympique avec un verre d'eau, c'est tout aussi futile que d'essayer de satisfaire l'ego d'un narcissique. Traiter avec des narcissiques peut être épuisant, mais il existe des stratégies efficaces. Une tactique consiste en une validation sélective, semblable à l'entraînement d'un chien, récompenser les comportements positifs et ignorer les négatifs. Lorsque le narcissique montre un peu d'empathie, reconnaissez-le. Lorsqu'il commence à exhiber ses classiques séances d'autoglorification, ne jetez pas de l'huile sur le feu. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'être un spectateur captif du spectacle d'une seule personne. Dans le zen, nous apprenons que le vrai bonheur vient de l'acceptation de soi.
Avec une pratique consciente, vous pouvez trouver la paix intérieure et mieux gérer la manipulation, la critique et le narcissisme. La confiance en soi est comme un lac calme qui reflète la beauté du ciel, tandis que le narcissisme est comme un océan tempétueux qui détruit tout sur son passage. Les opportunistes. Ces personnes cherchent toujours à tirer parti des autres. Un opportuniste est quelqu'un qui exploite la générosité ou les ressources d'autrui sans offrir quoi que ce soit en retour. Comme l'a dit le maître Zen-Hanan, le bonheur n'est possible que lorsque nous cessons d'attendre qu'il vienne de l'extérieur et que nous commençons à le créer de l'intérieur. Les opportunistes ne comprennent pas cela et cherchent toujours des gains extérieurs. Ne confondons pas un opportuniste avec quelqu'un qui a réellement besoin d'aide. La différence réside dans le comportement et la réciprocité. Les opportunistes reçoivent toujours de l'aide, mais ne la rendent que rarement. Pour gérer un opportuniste, il est important d'établir des limites claires et de promouvoir la réciprocité. Encouragez l'opportuniste à contribuer également à la relation, que ce soit en partageant les responsabilités ou en définissant clairement les rôles et les attentes. Dans toute relation saine, donner et recevoir sont essentiels. Si vous constatez que vous donnez toujours sans rien recevoir en retour, il est temps de reconsidérer la situation. Investir de l'énergie et des efforts dans des personnes qui n'apprécient pas votre contribution peut être émotionnellement épuisant. Dirigez cette énergie vers des relations plus justes et gratifiantes, où vos actions sont reconnues et valorisées. Dans notre désir d'aider les autres, nous devons être prudents quant à la manière dont nous offrons notre énergie. Il ne s'agit pas de refuser d'aider tout le monde, mais d'aider avec sagesse et discernement, en veillant à ce que nos efforts soient véritablement précieux et apportent des bénéfices tant pour nous que pour ceux que nous aidons. Pour résumer cette vidéo, je voudrais poser une question. Quel type de personne avez-vous rencontré le plus souvent dans votre vie et lequel commencerez-vous à éviter en premier pour protéger votre paix et votre énergie? N'hésitez pas à partager dans les commentaires ci-dessous et à envoyer cette vidéo à d'autres personnes pour que tout le monde puisse apprendre à se protéger des influences négatives. Si nous avons atteint la fin de notre voyage, écrivez cette phrase dans les commentaires, évitez les influences négatives et valorisez votre énergie. Partagez vos observations et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Et souvenez-vous, tout ce que nous avons, c'est maintenant.